Bonjour à tous et bienvenue dans une page d'histoire. Alors, le titre, je ne le vois pas. Ben voilà, si, c'est le thème du jour, c'est deux dates historiques, si vous voulez, 1840-1870, 30 ans pour Satan. Alors, ce n'est pas parce que Satan il a travaillé pendant ces 30 ans, bien au contraire. Son projet, il est séculaire, voire millénaire. On le sait qu'il travaille depuis 2000 ans, surtout pour la destruction de la religion chrétienne catholique et de l'Église, évidemment. Mais j'ai choisi ces dates un peu parce que pendant cette période, il y a une accélération remarquable dans le panorama mondial, non seulement européen, mondial, qui montre avec évidence qu'il y a un plan, qu'il y a un plan bien concocté pour arriver à ces buts des destructions de la foi catholique et de toute spiritualité d'abord. Hein. Mais avant, comme d'habitude, je commence pour me rattacher un peu à l'actualité, évidemment, parce que les logiciels des liens de l'état profond destiné à la propagande s'est emballé d'une façon extraordinaire dans les deux mois derniers, fin décembre, janvier et février. Évidemment, pour faire recours à des nouveautés continuelles, disons, pour capturer l'attention qui s'endort facilement du public moutonesque, disons qu'il faut peut-être pas trop diriger parce qu'il est tellement déjà lobotomisé normalement que quand même l'état profond a quand même besoin d'une justification, peut-être pour lui-même, pour suivre un agenda des informations. Je répète très rapidement ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, à la fin du mois de janvier, fin du mois de décembre, ce qui faisait l'actualité en France, c'était les problèmes des vaches à dermatose, de la vaccination, de l'élimination des vaches, qui a maintenu l'actualité et qui est arrivé à son, paroxysme dernièrement, n'est-ce pas, avec l'ouverture du salon de l'agriculture sans vaches à Paris. Donc, c'est une première mondiale, ça aussi. On parle de l'agriculture sans agriculteurs ou surtout sans le protagoniste principal, animal, c'est-à-dire les vaches. Bon, de toute façon, ça, c'est assez normal parce que vous verrez, je vous donne un scoop au premier, le premier Grand Prix de Monaco, vous verrez, il sera joué avec des voitures électriques et des pilotes robots. Ne croyez que je plaisante pas, on y arrivera bientôt. Donc, ça, il y avait. Après, ça a commencé le 31 décembre avec le drame des Montana, des Crans Montana, 41 morts, 115 blessés graves, qui me laisse toujours encore perplexe et qui tient l'actualité encore parce que toutes les pistes ont été suivies et je n'ai jamais trouvé, plus jamais, une piste qui pourrait être intéressante parce que les services de nos amis israéliens pourraient quand même peut-être chercher une piste autour d'un attentat antisémite, justement, parce que dans le même édifice où se trouvaient les discothèques Constellation, il y a la synagogue, l'unique synagogue importante, Beth Lubavitch, qui s'appelle Beth Youssef, dans le même édifice. Donc, je ne comprends pas pour quelle raison, peut-être c'est un secret d'enquête, qu'on n'ait pas interpellé la piste de l'attentat antisémite. Voilà, et mal tourné. Bon, parenthèse, parce qu'en plus, comme on dit, l'ordinateur de l'IA de l'état profond est sollicité d'une façon peut-être incongrue. Vous voyez, 2 jours, les deux, je me rappelle bien, c'était le kidnapping de nos amis Maduro, le président de tout de suite après. Donc, c'était un événement international, les deux, des événements internationaux qui se sont superposés une sur l'autre. Donc, peut-être les programmateurs n'avaient pas bien compris que trop d'informations
tue l'information. Après, tout de suite, c'est parti, toujours en janvier, c'est parti l'histoire des Trump et de la Groenland. Tout de suite après, hein, sans donner des pauses ou des réflexions au public ou surtout aux journalistes qui devaient souffler parce qu'ils donnaient des nouvelles d'importance internationale. C'est la Groenland, le problème de l'occupation éventuelle par les États-Unis. Et tout de suite après, c'était la révolution du printemps en Iran. Là, c'était en janvier, donc on pourrait dire la fausse et fait faillite révolution contre le régime des Khameini. C'était toujours en janvier, tac, après la Groenland, tout de suite. Ça a duré, les choses duraient une semaine et se superposaient les unes aux autres. Après, et ça a duré tout le temps comme ça. Et après, il y a eu l'affaire, évidemment, l'affaire Epstein, l'affaire Epstein, que moi, déjà, quand j'entends Epstein, c'est comme quand j'entends Frankenstein, Einstein, et j'entends files, désécrétés, ou emails. Moi, c'est des mots que, parce que je suis un vieux con, c'est des mots qui me déclenchent tout de suite une allergie intestinale. Bon, l'affaire Epstein qui est là tout le temps, mais tout est toujours, les uns s'encastrent dans les autres, les journalistes n'arrivent pas bien à suivre comme il fallait, quoi. Et après, évidemment, il y a les Jeux olympiques d'hiver qui se jouent comme Milano Cortina. Je rappelle que Cortina, c'est dans le département de Belluno, mon département, un département de la région de Venise, n'est-ce pas? Mais dans la télé, on entend toujours les mots qui partent de la région à côté, c'est-à-dire del Trentino, avec Trento et Bolzano, qui sont une région à langue germanophone en général, qui pendant la guerre s'est distinguée parce que cette population a été utilisée par le Troisième Reich comme des troupes SS auxiliaires avec des Ukrainiennes aussi qui venaient faire des ratissages, des exécutions, des tortures, des combats terribles chez nous, à Belluno. Et grâce à, que c'était à la frontière de l'autre côté en Vénétie, et grâce à cette performance néo-nazi fasciste qui avait fait cette région, ils ont reçu par l'État italien, par l'État profond, je dirais, un remerciement, le fait que la visibilité des Dolomites ne passe pas à travers Belluno, mais parce que Belluno était de la résistance à l'autre côté avec un nombre de victimes incroyable, mais à travers le service de cette région Trentino Alto Adige, dont vous verrez toujours de beaux images, de beaux stations de ski, des gens très contents. 7 ou 8 milliards par an de subventions spéciales par l'État. Ils ont bénéfice des exemptions fiscales et de tout genre de facilitations. Tandis que nous, de l'autre côté, en Vénétie, on trime comme des dingues. Je vous signale que nous, on travaille, qu'à Belluno, à Agordo, la petite ville de Belluno, il y a la multinationale plus grosse au monde pour la fabrication des lunettes, la fameuse Luxottica Exilor, qui fabrique toutes les lunettes du monde, surtout c'est des prestiges, mais qui a des fabriques dans le monde entier. Ça pour situer où sont les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, donc je ne sais pas si vous avez vu l'inauguration, là aussi, c'était digne de l'inauguration à Paris des autres Jeux Olympiques. C'était au lieu d'avoir comment dire, un spectacle édifiant avec des lumières qui rappellent la montagne, la glace, la neige, les écureuils qui sautent dans la forêt, etc. Il y avait un spectacle que j'oserais dire, voilà, c'est pour faire les titres, pourquoi pas, un petit peu satanique, je ne sais pas, lui, il est un vieux con, il interprète tout à l'envers, peut-être qu'il a plus, je ne sais pas, mais de toute façon, c'était une des Jeux Olympiques, d'ailleurs des Jeux Olympiques d'hiver, où c'était extraordinaire. La Russie et la Biélorussie ne participent pas, sinon à titre individuel. Mais il y a Haïti, par contre, qui joue. Mais désormais, c'est comme ça, vous le savez, c'est le Tour de France qui part de l'Angleterre, c'est la Paris-Dakar qui part du Brésil. Donc, c'est pour habituer les gens à une vision qui sort un peu de l'ordinaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui fait que et donc, voilà. Alors, et pendant tout ce temps-là,
Il y a d'autres, par contre, d'autres histoires qui passent en deuxième ordre, pas des événements importants. Par exemple, la guerre en Ukraine a perdu un peu des splendeurs, et pas chez nous, ici. Hein. Je vous montrerai dans la vidéo que je passerai. Et aussi les drames qui continuent à se dérouler en Palestine, avec une trêve soi-disant qui fait tuer tous les jours des dizaines de femmes et d'enfants, des civils, toujours la trêve, mais ça n'est pas grave. De toute façon, on sait que, je ne sais pas, dans l'Eurovision de la chanson, il y a Israël, par contre, qui participe à l'Eurovision, peut-être parce que l'Euro arrive jusqu'à là. Vous voyez, c'est un peu fumeux, quoi, un peu tout, un peu fumeux, mais c'est bien comme ça. Si, c'est ce qu'on appelle la dystopie, c'est un mot à la mode, dystopie cognitive. C'est un peu comme les derniers tableaux de Picasso, non, la distorsion ou de Kandinsky, bon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, j'invite la régie quand même à envoyer une vidéo qui rappelle moi, par contre, parce que je les vois tous les jours. Je me rappelle si la direction, la régie, Eric, s'il te plaît, tu peux envoyer la première vidéo où on voit un panorama des dizaines, centaines de milliers de morts, peut-être 1 million, en parlant seulement des troupes ukrainiennes, sans parler des Russes. On voit les cimetières en Ukraine. Eric, si tu veux envoyer gentiment la vidéo, c'est très instructif. Mais ne vous inquiétez pas, pendant que des centaines de milliers de jeunes continuent à crever pour faire fonctionner la guerre, que c'est le nerf de l'argent. Ailleurs, par exemple ici sur la Côte d'Azur où j'habite, je vis et je travaille, la vie continue. Paisiblement, allègrement, justement parce que c'est grâce à ça que il y a d'autres qui triment, il y en a d'autres qui profitent, et sinon ça serait bien triste. Alors si la régie veut envoyer tout de suite pour bien marquer la différence, la deuxième vidéo où le public que vous voyez, ça a été pris, moi je le vois, ça a été pris au mois de septembre. Donc les mêmes femmes, les mêmes voitures, les mêmes femmes, moi je les vois quand je vais à Monaco pour travailler avec la fourrure, parce qu'en dépit de la mode écologiste qui ne voulait plus les fourrures, maintenant, les femmes, il faut qu'elles se mettent au jour. C'est redevenu à la mode les fourrures. Donc là, à Monaco, on les voit avec les fourrures. Mais dans la vidéo, on voit le produit de la guerre en Ukraine. Eric, si tu veux gentiment envoyer la deuxième vidéo. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or girl. Ooh, you see, man made the car to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, je vous l'assure, toutes les semaines que je vais pour le travail, je les vois. Je vois ces images. J'en ai pris aussi, mais j'ai trouvé la vidéo toute faite, c'était très bien comme ça. Et maintenant, on passe à la troisième nouvelle qui était très importante, c'était Maduro, vous vous rappelez. 2 jours après le drame des Crans Montana, Maduro vient
kidnappé, je ne sais pas pour quelle raison, mais je veux que vous voyez cette danse propitiatoire, peut-être, excusez-moi les mots, que le président Maduro exécute quelques jours avant son kidnapping, qu'il avait même rencontré une délégation chinoise pour discuter sur quelque chose du pétrole, parce que ne l'oubliez jamais, hein, il s'agit d'un unique spectacle mondial, hein. Tout le monde joue son rôle bien précis, des États nationaux, des intérêts nationaux. En réalité, il n'y a qu'un État profond, il n'y a qu'un intérêt mondial, que c'est le consommérisme, la production des maximum des marchandises et les consommer dans le monde entier, en Chine, que c'est devenu le laboratoire mondial, camp de concentration, etc. Et le fait que tout doit quand même garder un peu l'image qui avait été construite par nos grands-parents. Hein? Donc, à l'époque, il y avait la guerre froide. Maintenant, il y a encore une nouvelle édition de la guerre froide, vous voyez, le danger russe, après il y a la Chine. Non, tout ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, sinon sur l'image. Mais la manipulation médiatique est devenue la réalité et est une réalité bien au-delà de la réalité économique qui marche derrière, financière, bancaire, et de toutes les choses qui ne sont pas évidemment mises au grand public, lequel de toute façon, même quand il le sait, il est mis en face d'une réalité, comme on dit, non niable, comme l'histoire du confinement Covid, vous vous rappelez, tout le monde l'a vu, il l'a touché, il l'a subi, il l'a accepté, etc. Et bien même après ça, tout est passé en cavalerie, tout est normal. Donc, ce qu'on voit et continue à voir, ça passera aussi. La chose réelle, c'est que la soi-disant classe dirigeante de cet État profond, celle qui applique l'agent de Davos, c'est vrai qu'il y a, je ne dirais pas du panique, mais une énorme confusion, parce que la gestion médiatique de cette histoire a rejoint, comme vous avez vu, des paroxysmes difficiles, très difficiles à gérer. L'intelligence artificielle avec laquelle je joue, comment dire, elle n'arrive pas vraiment à gérer tout ça bien comme il faut. Mais ne nous inquiétons pas parce que les révolutions et les coups d'État ne sont jamais arrivés parce qu'une population s'est illuminée et s'est réveillée d'un jour à l'autre et s'est battue contre la liberté. Non, toutes les révolutions, surtout celles à partir de la révolution anglaise, 1640, toutes les révolutions sont financées, dirigées, voulues, portées au bout, faire faillite et recommencer par un plan bien précis, parce qu'il faut des gens très intelligents qui élaborent ça avec une longue vue pour le futur et surtout aussi des moyens économiques pour la financer. J'ai envie de la régie envoyer Maduro qui danse, c'est très important parce que Maduro a été arrêté pour narcoterrorisme. On l'a perdu de vue maintenant, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'on en fait. Eric, s'il te plaît, si tu peux envoyer, merci, la vidéo où on voit Maduro qui danse. Allez. Ils auraient pu l'envoyer à la discothèque Constellation des Grands Montana, comme si les journalistes auraient fait d'une pierre deux coups. Bon, parenthèse. Mais là, vous voyez, lui, c'était un... Comme on peut donner de la confiance à des personnes comme ça. Vous dites, mais ils dansent. Non, mais ils dansent, on va parler présidentiel. Ou comme on peut donner de la confiance à des gens comme Zelensky qui dansait aussi, ou Trump aussi, avec sa mèche blonde, et ses boutades comme ça. De toute façon, j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs sosies, pardon. Et aussi pour Maduro, qui était
conducteurs de bus, je n'ai rien contre les conducteurs de bus, que je respecte beaucoup, surtout quand ils font les conducteurs de bus. Mais quand les conducteurs de bus sont mis à faire le président, la chose se complique, n'est-ce pas? Comme quand des artistes de moyenne qualité sont mis à faire le président de la République en France, par exemple, ou ailleurs, je ne sais pas, en Italie, dans le monde entier, les fameux Young World Leaders, qui derrière ont les old world leaders. Mais là, ce n'est pas sérieux. Et Young Maduro, Global Leaders. Young Global Leaders. Il a été accusé de narcotrafic, non, narcoterrorisme. Alors, le narcoterrorisme sérieux, c'est quelque chose qui a commencé beaucoup dans les temps en arrière. Je vous le dis, hein, par exemple, et je sors du créneau 1840-1870, parce que je vous dis, vous savez, l'Occident était redevable avec la Chine, hein, qui était fermée dans ses frontières et qui vendait du thé, du soierie, des meublements, etc. En Europe, c'était la mode. Et la Chine voulait un échange uniquement de l'or et de l'argent. Elle n'acceptait pas d'autres marchandises qui venaient de l'Europe. Ça, on est dans 1700, hein, dans le travail qui faisait la compagnie néerlandaise des Indes et aussi la compagnie anglaise des Indes, qui essayaient de dire, ben, vous nous donnez vos marchandises et vous, on donne les nôtres. En plus, notre qui vont commencer à faire de la production industrielle, on a beaucoup de choses à déstocker. Ben non, la Chine ne voulait pas. Alors, grande idée, là, il faut être des génies du narcoterrorisme. En 1756, les Anglais ont remporté une très belle victoire au Bangladesh. Actuel s'appelle le Bangladesh. C'était à la bataille de Plessis, 1757, et l'Angleterre s'empare du Bangladesh. Pourquoi faire du Bangladesh? S'emparer du territoire, parce que l'Angleterre n'aime pas s'emparer du territoire, mais elle s'est emparée du territoire, parce qu'ils ont planté, ils ont destiné tout le territoire du Bangladesh pour sa terre et son climat à la cultivation exclusive du pavot pour l'opium. Magnifique idée. Et donc, à partir de 1757, ils commencent à cultiver et fabriquer l'opium, cultiver le pavot, et ils ont commencé à inonder la Chine de l'opium. C'est une très belle histoire de vrai narco-terrorisme, plus que terrorisme. Parce que la Chine, à l'époque, avait 450 millions d'habitants, sa civilisation remontait à 2000 ans auparavant. Il y avait encore, pour choisir les mandarins, des examens spéciaux qui étaient faits tous les ans dans des universités spéciales où les épreuves, imaginez, pour éviter la corruption, les étudiants écrivaient toutes les réponses, toutes leurs thèses pour passer les mandarins, en isolement, chacun seul, et après tout le travail venait repris par des copistes qui copiaient pour éviter que un examinateur puisse reconnaître l'écriture. Et donc, sur là, c'était basé la sélection des mandarins qui allaient pas dispatcher dans toute la Chine pour administrer cet empire céleste. Ces épreuves duraient à partir du 200 avant Jésus-Christ. Elles ont duré jusqu'en 1911, à l'époque de la Révolution, quand un certain Sun Yat-sen a proclamé la République et a affirmé la fin de l'Empire. Mais la fin de l'Empire a bien commencé un siècle avant. Nous sommes là, donc, envahir la Chine de l'opium, qui était contrabandée, et en transformant pratiquement toute la classe dirigeante, celle qui devait devenir, en des monstres addicts à l'opium. Une classe entière, des centaines de milliers de personnes, en disloquant de cette manière la structure de base, disons, la fibre, les tissus nerveux d'un gros pays comme la Chine, pour l'obliger à ouvrir ses frontières et accepter nos commerces. Jean-Philippe Darégé a envoyé ces courtes vidéos qui résument l'histoire de la première guerre de l'opium qui se déroule justement entre 1839 et 1842. Tandis qu'en France et en Europe, nous,
on avait déjà fait paisiblement. Alors, regardez bien ça. L'opium. Vous avez sûrement entendu parler des effets et de l'addiction sévère que cette drogue entraîne. Mais saviez-vous qu'elle a également été une redoutable arme de guerre? Revenons 200 ans en arrière, quand le Royaume-Uni dilait de l'opium à la Chine. Au début du 19e siècle, la Chine pense être le plus grand pays du monde. Sûr de sa supériorité culturelle, l'Empire du Milieu se désintéresse du monde extérieur. Ce protectionnisme ne convient pas du tout aux Britanniques. Ces derniers sont obligés de payer en or et en argent sans pouvoir vendre leurs propres marchandises. Pour rectifier ce déséquilibre commercial, le Royaume-Uni a un plan machiavélique. Il va inonder illégalement le marché chinois avec plus d'1 million de tonnes d'opium. Rapidement, une grande partie de la population chinoise devient accro. Tout le pays est déstabilisé. Le pouvoir riposte en détruisant des cargaisons d'opium britanniques, sans rembourser le Royaume-Uni. La première guerre de l'opium éclate en 1839. Le Royaume-Uni triomphe. La Chine lui cède Hong Kong et s'ouvre, contrainte au libre-échange et à la mondialisation. Voilà, alors, oui, 1839, 1842, avec les traités de Nankin, l'Angleterre reçoit Hong Kong en perpétuité et un traité favorable au fait que dorénavant, les ports doivent être ouverts au commerce de nos produits, parce qu'en Europe, ça a commencé à produire l'industrie à toute allure. Nous sommes en 1842. En France, nous avons l'Orléans, qui a été, avec les coups d'État de 1830 contre Charles X, a instauré, soi-disant, une monarchie parlementaire dans laquelle les bourgeois, en réalité, les notables, les riches, les industriels, ceux qui étaient déjà bien enrichis pendant l'époque napoléonienne, ont encore augmenté, si c'était possible, leur influence à l'intérieur de l'État en France. Rappelez-vous que l'État profond regarde bien là-bas en Extrême-Orient, parce qu'il a un projet bien clair que pour détruire, pour construire, détruire, soi-disant, l'ancien et construire le nouveau, il faut que nous nous servions de l'Extrême-Orient. Les gens ne peuvent pas imaginer, mais nous savons bien notre plan. Rappelez qu'en France, nous avions dans cette période un enrichissement de la classe possédante sous le duc d'Orléans. Il y a par exemple l'essor du chemin de fer, l'essor de toutes les industries, une exploitation extraordinaire du travail enfantin, les enfants. Ce ne sont pas la première fois qu'ils sont sacrifiés, les enfants. Bon, maintenant, on les mange. Mais à l'époque, on les mangeait d'une autre manière. D'ailleurs, il y a des historiens. Victor Hugo qui parlait, nous sommes en 1850, de cette exploitation de la classe ouvrière. Par exemple, il disait qu'à Lille, pendant une inspection, ça c'était avant la révolution de 1848, après la situation continue bien sous Louis-Napoléon, mais là, on parle de l'avant 1848, la révolution. Alors, l'unique médecin de Lille qui avait visité les quartiers, les faubourgs ouvriers où les ouvriers vivaient dans des caves qui étaient louées pour très pas de prix et où les enfants naissaient et grandissaient, il avait recensé en 1840 1000 enfants nés dans les caves. Et 10 ans après, la même enquête avait révélé que sur 21 000 étaient survécu 600. Et Victor Hugo, dans un de ses œuvres, en décrivant un des banquets organisés par la classe notable, industrielle, propriétaire, sous ce régime de monarchie parlementaire, donc démocratique, et en voyant un de ces banquets où les personnes mangeaient, s'empiffraient, bouffaient, les jeunes femmes toutes belles, maquillées, habillées, s'empiffraient des pains, des gâteaux, des glaces, etc. Et Victor Hugo fait cette réflexion et dit, les pauvres, ils ne savent pas qu'ils sont en train de manger des enfants. À l'époque, regardez la même chose, ça se passe maintenant. Donc, ce n'est pas que le mangeur physique, mais c'était, comment dire, une exploitation telle que les sangs des pauvres et des enfants qui sont les plus démunis étaient bouffés comme des vampires. Voilà, donc après, il y aura la fameuse comment dire, la Révolution 48 en France, 1848, là, on est dedans, là. 1840, 1870. Lamartine, c'est un poète. Lamartine, il imagine de faire des réformes, etc.
et il va réduire l'horaire de travail de 12 heures à 10 heures. Ah, scandale. Scandale, toute la classe dirigeante, tous les possédants, les propriétaires d'usines ferment des usines, bloquer tout Paris, et faire un changement bloqué. Alors, il a une grande idée est à condition préparée, n'est-ce pas? On prend par exemple un type comme Lamartine, qui était un vrai romantique, un poète, qui, tout en étant noble, hein, et qui en ayant des châteaux, etc., il rêvait de pouvoir adresser la situation tragique du prolétariat. Il disait, ben, ce n'est pas grave, ils ont fermé les usines, mais nous, on fera travailler ces 150 000 chômeurs dans des ateliers nationaux. Des ateliers nationaux qui utilisaient ces gens-là, comme on fait souvent, pour éviter des troubles, on les mettait à travailler, par exemple, dans les champs de Mars, à creuser des tranchées, à les reboucher les jours après, mais on lui donnait un salaire nécessaire juste pour manger et nourrir leur petite famille. Mais après, cette chose-là n'est préservée évidemment pas, mais c'était une préparation. On laisse faire ça, on laisse faire parce que si on veut réprimer une fois pour toutes la classe ouvrière, quand même lui donner un coup comme il faut la pâter avec certaines, il faut faire avancer les soi-disant progrès social pour découvrir aussi ceux qui sont contre et les mater. Et donc, après, les parlements votent. Le Parlement républicain, hein, parce que Lamartine, c'était le représentant de la soi-disant deuxième République, hein, après celle de 89, ils avaient chassé les rois et ils avaient proclamé la République, la deuxième République. Et il ne fallait pas que la première République fasse un naufrage aussi malheureux. Donc. Mais les experts politiques ne savent pas, ou même ceux qui ont des illusions politiques ne peuvent pas imaginer Satan, justement, qui travaille derrière avec les personnes qui tiennent la chose. Donc on dit, non, maintenant c'est fini. Nous, on n'accepte plus que l'État débourse de l'argent pour payer des milliers d'ouvriers qui ne font rien de la journée et qui ne font rien de productif. Donc, on abolit les ateliers nationaux. Et Lamartine espérait que les faubourgs ne sortaient pas à faire des barricades. Il espérait parce que si on dit s'ils sortent à faire des barricades, l'armée républicaine est obligée de sortir et de réprimer avec la force ces ouvriers. Eh bien, ça a été comme ça. Hein? Les ouvriers, pour se révolter contre cette chose, était bien prévu, cette chose-là. Ils font des barricades. Les généraux qui parleront bien plus tard, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il sortira, il fera supprimer toutes les barricades avec une férocité, 30 000 morts entre les ouvriers, c'est-à-dire une bien gifle, bien comme il faut, comme on dit, on les a fait sortir, on les a fait montrer, travailler gratuitement, on les a payés, on les a alloués, hein, les subventions. Bon, maintenant, on a fini la rigolade, on leur montre qu'est-ce qui fait la classe ouvrière, pardon, la classe dirigeante quand elle veut. Pendant qu'en France se passent ces choses-là, en Chine, nous, on prépare. Ah non, après Lamartine, évidemment, à cause de cette faillite de sa politique philanthrope, si vous voyez, il tombe et à sa place sera élu le fameux Louis Bonaparte, n'est-ce pas, lequel après fera son coup d'État, et toute cette histoire de l'exploitation de la classe ouvrière, des enfants et de toutes les fortunes qui se sont fabriquées dans cette époque en France, qui ont duré pendant toute la Troisième République, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, se sont faites à l'époque, c'est les mêmes, ceux qui travaillent pour l'État profond, en France comme ailleurs, dans le monde entier et en Italie aussi. Donc, revenons à voir ce qui se passe là-bas, parce qu'en même temps, l'État profond qui travaillait ici en Europe, on prépare l'Orient, on va le préparer, nous, pour le futur. L'actualité d'aujourd'hui. Et en effet, en 1856, en 1860, les Européens, non contents des résultats obtenus avec la première guerre de l'opium, donc 1856-1860, deuxième guerre de l'opium, mais cette fois-ci, tiens, ne participe pas seulement la méchante Angleterre, on le sait que la perfide Albion est toujours en tête, mais il y a avec la France, les États-Unis, et tiens, même la Russie des tsars,
qui se jette sur les cadavres ou les futurs cadavres qu'on doit dépêcher en morceaux. Et donc, la Deuxième Guerre obtient encore plus des avantages à la paix qui sera signée en 1860. Donc, les contrebandes de l'opium qui avaient détruit toute la classe dirigeante et non seulement toute la jeunesse chinoise, ce n'est pas une nouveauté parce que nous avons subi en Europe la jeunesse de ma génération a été détruite à partir de l'époque des Beatles, des Woodstock, des Jimi Hendrix et de toute la panoplie qui est avec l'émission massive de la drogue. C'est pas l'opium, c'était déjà un produit naturel, c'était de l'héroïne synthétique pour arriver à nos jours. Donc toute notre classe, toute notre génération, ceux qui étaient nés dans les années 1945, 1950 a été détruite avec le même système. Hein. Et donc, pour pouvoir permettre la progression de cet agenda de l'État profond rapidement en Europe et en Occident. Hein. Donc, maintenant, revenons à ces traités de 1860 obtenus par l'Angleterre, France, États-Unis et Russie, qui légalisaient cette fois-ci le trafic de l'opium. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Avant, c'était un contrebande qui profitait uniquement disons, à la mafia privée qui s'occupait déjà. Maintenant devient l'importation légale. Et rappelez-vous que déjà avant la première guerre de l'opium, en 1839, imaginez en 1839, tout l'opium qui était importé clandestinement en Chine était suffisant, imaginez, suffisant pour payer, parce que l'opium était vendu en espèces, en comptant, en or et en argent, les trafiquants de la Compagnie orientale des Indes vendaient cet opium et payaient avec l'argent, imaginez, toutes les exportations chinoises des thés, des soies et des porcelaines vers l'Europe. Faites-vous le calcul du volume du monopole en 1839. Là, nous sommes en 1860, donc c'est encore plus, c'est-à-dire que la décomposition de la Chine et de l'Extrême-Orient, sous ce point de vue-là, progresse avec une vitesse incroyable. En effet, pendant qu'en Europe se passe d'autres choses, on le verra, entre 1851 et 1864, ça éclate en Chine une terrible révolte qui s'appelle la révolte des Taiping. La révolte des Taiping, on disait les royaumes célestes de la Grande Paix. Alors cet empire chinois qui avait perdu toute la fibre, toutes les nerfs, tous ses cadres, toute sa classe dirigeante et qui avait laissé une population de 450 millions abandonnée à elle-même pratiquement. Donc, c'était sorti des chefs politiques, chefs militaires, pas évidemment du mandarinat qui était disparu, mais quand même des gens qui s'étaient fait, les chefs qui disaient par exemple, avec un métissage avec la religion chrétienne, ils disaient qu'ils étaient les frères de Jésus. Imaginez. Il avait les forces ont lutté pendant ces 15 ans, 1851-1864, qui comprenaient d'un côté la dynastie Qing, l'Empire de Chine, avec cette fois-ci comme alliés l'Angleterre et la France, qui d'un côté travaillaient à la destruction de cet empire, et de l'autre côté contre la révolte de l'Empire céleste, qui était, si vous voulez, une révolte paysanne, qui aurait pu quand même compromettre certaines directions que l'État profond avait décidé, avait impliqué des forces, imaginez les forces qui étaient en champ sur les camps. L'Empire de Chine, l'Angleterre, l'Empire français avait mis 5 millions d'hommes, plus des locaux, 5 millions d'hommes recrutés entre l'Inde et l'Empire, les empires de possession, les droite à gauche. Et les royaumes avaient mis, le royaume céleste, les chefs des révoltés, disons, avaient mis en place 3 millions d'hommes. Bon, les résultats de ces 14 ans de guerre meurtrière sans tête ni cœur, qui auraient préparé la Chine au futur, son futur, la future république, le futur communisme. Voilà, c'est arrivé, n'est-ce pas?
quand on a bien détruit, quand on a bien lobotomisé, quand on a bien fait disparaître les passés, la culture, l'organisation religieuse, morale, économique, agricole, on a fait tout, on prépare, on arrive au communisme, on arrive après aujourd'hui. Bon, je vous dis que c'est répertorié cette révolte comme la plus de l'époque, la plus meurtrière que jamais s'était produit dans l'histoire du monde. Le nombre de victimes est calculé approximativement entre 1851 et 1864, entre 30 millions et 50 millions de morts. Vous vous rendez compte? Là, c'était un agenda bien préparé. Hein? Naturellement, la diffusion de l'opium, ça continue. C'est tout un ensemble, destruction de l'économie, destruction de la classe dirigeante, destruction de la culture, préparation du futur. En Italie, anzi, restons encore là-bas, encore un petit peu. Le Japon, à côté, il fallait préparer aussi cette île qui était fermée, complètement fermée au commerce avec la même raison. Elle était plus petite, pour dire préserver de cette invasion de la mentalité, de l'agressivité, de l'impérialisme occidental. Donc, il a dit, nous, on reste fermés. Mais en 1853, entre 1853 et 1854, une escadre navale américaine, tout en contemporaine, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez bien qu'il y a derrière, si vous voulez, un groupe, appelez-le comme vous voulez, une secte, des personnes, Satan qui supervisionne, mais qui tient quand même les ficelles de cette intervention au niveau mondial. Donc, il y a une expédition d'une escadre navale américaine qui bombarde un ou deux ports en Japon. On comprend tout de suite que, comme en Chine, on montrait la technologie militaire était plus puissante avec des navires à vapeur et des nouveaux canons contre des gens que des fusils à l'ancienne et des canons à qu'il fallait faire ce qu'on leur disait. Donc, à partir de 1854, le Japon aussi s'ouvre complètement au commerce international. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? S'ouvrir au commerce international d'un pays où l'Occident à l'époque, qui produit une quantité de marchandises à un prix très bas grâce à la technologie, à l'utilisation de la vapeur, et inonder un pays qui a une technologie plus arriérée et qui ne peut pas produire les mêmes produits à ce bas prix, ça veut dire détruire complètement ces pays. Ça veut dire importer cette marchandise, fera tomber toutes les barrières, toutes les murailles de Chine. C'est un peu la même chose qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Faire arriver du Brésil tous les produits agricoles ici sans que là-bas les produits soient contrôlés, qu'il y ait le même coût fait en France, ou faire arriver toutes les marchandises de l'Orient. Et là-bas, à l'époque, c'était faire arriver les marchandises d'Occident. Là-bas, ça veut dire faire tomber, faire détruire, décomposer totalement l'économie et la société qui va avec le local. Donc, le Japon rentre dans la sphère d'influence de l'Occident, 1853-54. En Europe, on ne reste pas les mains dans la main. On continue à travailler pour détruire sur place ce qui est toute la spiritualité, toutes les représentants du passé, que ce soit la religion, ce que vous voulez. On prépare, on travaille, on sape, au fond, à tous les niveaux, économiques, matériels, moral, spirituel. Là, qu'est-ce que ça se passe? 1853, 1856, il y a la fameuse guerre des Crimées, par celles qui sont en train de faire maintenant. C'était la guerre des Crimées. Et d'un côté, vous voyez l'Empire ottoman qui était en train de se disloquer, lui aussi, comme l'Empire chinois. Donc, d'un côté, il y avait l'Empire ottoman, l'Angleterre, la France et les royaumes de Sardaigne, les Piémonts. Tiens, les Piémonts, un tout petit truc, mais c'était très important, ce petit truc, qui envoie quand même 15 000 hommes à se battre en Crimée. Et de l'autre côté, l'Empire russe. Il y aura une défaite de l'Empire russe, évidemment, qui ne peut pas faire le pair avec toute cette technologie moderne. Et donc, il y a un traité particulier, grâce au fait que les Piémonts avaient participé dans cette guerre internationale. Les Piémonts qui travailleraient en plein accord avec la France de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait
des objectifs à prendre, et qui travaillait pour faire en sorte que les Piémont, l'État le plus pauvre endetté de la presqu'île italienne, s'endette encore plus et qui se charge de préparer ce qui sera la soi-disant future unité d'Italie. Pourquoi faire l'unité d'Italie? L'unité d'Italie, c'était pour détruire l'état de l'Église. On y arrivera. Vous verrez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en 1848, avant la guerre de Crimée, il y avait déjà eu une guerre entre le Piémont et l'Autriche. L'Autriche, empire gardien de la catholicité. Je vous rappelle la raison pour laquelle l'empereur d'Autriche avait un droit de veto sur l'élection du pape, un héritage de l'ancien droit de l'ancien empire germanique, héritage historique de l'empire de Charlemagne. Donc le fait que l'Autriche-Hongrie, qui comprenait toute cette Europe, Mitteleurope, et que son empereur ait un droit de veto sur l'élection du pape, à l'époque la religion était très importante. C'était un objectif à atteindre. Donc, après cette guerre de Crimée, 1853-54, dans laquelle le Piémont avait participé, on lui donne les droits, la finance anglaise et la maçonnerie anglaise prêtera beaucoup d'argent, encore plus s'il y en avait besoin à l'Italie. L'Italie qui s'embarque dans la deuxième, qu'on appelle la deuxième guerre d'indépendance, c'est-à-dire pour faire l'unité d'Italie. Nous sommes en 1859, il y a l'alliance entre Napoléon Bonaparte à Plombières, ministre du roi du Piémont, se rencontre à Plombières avec Napoléon. Il fait un accord en disant vous nous aidez pour conquérir la Lombardie et faire la guerre à l'Autriche. Nous, en échange, on vous donne la Savoie, qui était possession française, et la comté de Nice, où j'habite maintenant, le comté de Nice. Et là, il y a toute une histoire. Parce qu'effectivement, avec un prétexte quelconque, le Piémont, ou le fait sur l'Autriche qui attache la première, c'est pas important. De toute façon, ça éclate la guerre. Napoléon intervient, gagne la guerre contre l'Autriche. Et donc, pendant cette guerre, il y a des troubles qui se passent en Italie parce qu'il y a la maçonnerie, n'est-ce pas, la maçonnerie italienne et internationale et anglaise qui travaille beaucoup pour cette unité d'Italie et pour arriver à ronger petit à petit, à détruire l'État de l'Église. Vous direz, mais c'était bien, parce que l'Église, c'était représentant de l'obscurantisme, du passé, tout ce que vous voulez, tandis que, n'est-ce pas, les Lumières, nous avons vu ce qu'elle a fait, ce qu'il faisait en Chine, n'est-ce pas, avec l'opium, etc. Bon, mais c'est pas grave, assez loin. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, dans cette période, le roi, Vittorio Emanuele II, obtient une victoire avec Napoléon, il prend la Lombardie, il descend, il a le projet de descendre, nous sommes en 1859, de descendre et de conquérir toute l'Italie. En même temps, il y a derrière la maçonnerie avec Garibaldi et son mentor Mazzini, des grands amis des Pike à l'américain. Vous voyez tout ça. Parce qu'en même temps, je vous dis toujours en même temps, en Amérique, ça s'était éclaté là, 1861-1865, c'était la guerre de sécession. Mais on y verra après. Là, on reste encore en Italie. Garibaldi, avec le soutien de la marine anglaise, avec le soutien financier de la maçonnerie internationale, avec la protection de tout le système financier et bancaire, organise une expédition soi-disant de 1000 hommes. On disait qu'il y avait 1000 hommes qui débarquent en Sicile et du mois de mai 1860 au mois de septembre 1860, il conquit très facilement tout le royaume de Sicile qui était à l'époque gouverné par François Francesco di Borbone, qui devait disparaître pour une raison très simple, et je vous l'explique. Je vous l'explique parce que ça existait, cette guerre, parce que tout est lié, n'est-ce pas? Parce qu'en 1859, donc en même temps de la guerre,
s'était mis en place le projet d'ouverture du canal des Suez. Oh, tiens, le canal des Suez. Le canal des Suez était très important et qui a été ouvert, sera ouvert entre 10 ans, 1859-1869. D'ailleurs, l'homme qui a fait les projets, c'est un Italien qui s'appelle Luigi Negrelli. C'est lui qui a fait les projets. Et Ferdinand Lesseps, c'était celui qui a créé la compagnie qui, en 10 ans, ouvrira le canal. Donc, pourquoi faire la guerre? Pourquoi faire débarquer Garibaldi avec des mercenaires? Pourquoi détruire les royaumes des deux Siciles? C'est très simple, la raison. La raison très simple, c'est que les royaumes des deux Siciles en 1859 étaient la troisième marine marchande au monde. La première l'anglaise, la deuxième la française, et la troisième, pardon, c'était la troisième marine militaire au monde. Donc, première anglaise, deuxième marine militaire française, et la troisième, la marine du royaume des deux Siciles, de Francesco di Borbone. Et c'était la deuxième marine marchande au monde. La première, c'était l'Angleterre, la deuxième marine était celle du royaume de Sicile, et la troisième, c'était la France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer si l'Angleterre ou la France aussi aurait été contente d'avoir au milieu de la Méditerranée, toute l'Italie du Sud, Sicile comprise, avec une marine si puissante, à la veille de l'ouverture du canal des Suez, qui aurait mis en communication tout le trafic international facilement, sans circumnaviguer l'Afrique, directement pour aller en Inde, au Bangladesh, la Chine, le Japon. Mais non, il faut faire disparaître tout ça. Eh bien, on organise ce complot. Là, si, c'est un complot, complotisme. C'est un complot international. Et en 6 mois, on fait disparaître d'une façon génocidaire. Parce que les troupes italiennes de Vittorio Emanuele II de Savoie, qui descend avec l'approbation de l'Angleterre et de la France pour conquérir toutes les restantes régions italiennes et s'est rattaché aux troupes mercenaires de Garibaldi à Teano. Garibaldi, qui était un républicain, il donnera les clés de son royaume nouvellement conquis dans les mains d'un roi, pas grave. Mazzini était un républicain, on dit que Garibaldi et Mazzini n'étaient pas contents, mais que le moment historique c'était à faire, il fallait le faire, un compromis. En réalité, ce n'est pas un compromis entre les idéaux libéraux ou les idéaux républicains ou monarchiques ou cléricales, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la finance, l'argent trouve, comme toujours trouve, dans l'intérêt son intérêt commun. Voilà ce qui s'est passé et nous ne sommes pas en 1870, pas en 1800, nous sommes encore en 1860. Hein? Je vous parlerai peut-être dans la prochaine émission, j'irai un peu plus au fond sur certaines choses pour arriver après la guerre franco-prussienne et à la définitive. Pendant le partage, la réunification de l'Italie, tous les États de l'Italie centrale qui étaient les États pontificaux sont rongés, disparaissent, et restent uniquement à cause du fait que lui, Napoléon Bonaparte, avait encore des problèmes avec les catholiques français qui ne voulaient pas la disparition. L'élation restera dans l'Église. Mais j'ai envie de la régie envoyer une vidéo illustrative, une vidéo très courte qui peut vous faire réfléchir sur le fait de comment est-il possible qu'en moins de 200 ans, c'est-à-dire en 1860, 1960, 2026, nous soyons passés de la révolte qui a fait 50 millions de morts, la révolte de Taiping de 1864, à la Chine actuelle. Mais je vous montrerai après l'histoire de la Chine, comment elle a évolué et comment elle a été préparée. Elle est préparée. Elle est là. Elle est bien dans un petit coin, un grand coin. Elle est en train de détruire définitivement l'Europe. L'Europe, château fort de la chrétienté, de la culture classique grecque-romaine et de son héritage chrétien. Elle est là. Eric, si tu peux envoyer la courte vidéo concernant cette usine actuelle qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures de 24 sur 24,
sans problème avec la main-d'œuvre, tu peux faire de la grève. Eric, si tu peux envoyer les usines actuelles chinoises. Il n'y a pas de protectionnisme, il y a un libre-échange. Bon, vous avez vu, tout ça se passe comme ça dans les usines de voitures, n'importe lesquelles. Hein. Et pratiquement, il n'y a pas de personnel qui travaille à l'intérieur. Donc, vous avez peur, ici en France, du Mercosur, en Europe, là-bas, il y a encore, en Brésil, il y a encore des paysans qui travaillent. Là-bas, avec une vitesse et une modernité extraordinaire, il n'y a plus personne qui travaille là. Après les résultats, à partir de la guerre de l'opium, on passera avec le communisme. Je vous montrerai tout ça. Nous sommes arrivés à ça. C'est là, ils vont nous faire, ils vont nous manger, comme on dit en Italie, les spaghettis sur la tête. Eric, si tu peux envoyer, par contre, la vidéo encore de certains historiens que j'aime beaucoup, vous savez, Guillemin, qui va nous instruire sur ce qui étaient les programmes du fameux ministre de la Culture Ferry, un programme qui a été fait, qui a duré pendant les républiques, hein, jusqu'à 50, 60, plus, dans lesquels on illustre comme on avait l'intention de gouverner. À l'époque, les usines, il y avait encore des ouvriers dedans, c'était comme pas les usines chinoises actuelles. Donc, il fallait quand même convaincre, préparer, accompagner une classe ouvrière qui vivait malheureusement pour les riches encore à côté des riches. Et donc, Guillemin nous explique comment faire pour éduquer, on dirait manipuler, hein, la classe ouvrière pour avoir la paix sociale. Eric, voilà, merci. Qui réfléchit. Et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin 48. Vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat. On avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Et bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Falloux avait dit, mais pour le présent, ça va, hein, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. Alors, il avait fait la loi, dite la loi Falloux, dont vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation au début. De leur dire, vous savez quelle chance vous avez, ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre, mais alors, l'autre côté, hein, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Voilà, Eric, si tu peux envoyer tout de suite la deuxième vidéo, c'est la continuation après de cette intervention de Guillemin, qui nous explique l'évolution de la mentalité française aussi, qu'on passe d'une société qui croit encore, qui a encore un peu de foi dans la religion, à une société qui devient de plus en plus, grâce aux instituteurs aussi, républicaine, laïque, athée, si vous voulez. Et l'effet, de toute façon, que les libéraux, normalement, ils n'hésitent pas, quand c'est nécessaire, de devenir les premiers souteneurs des cléricaux. Quand l'Église sert à maintenir le pouvoir, comme disait Voltaire, moi je veux bien que la religion existe parce qu'il faut expliquer à mes paysans que s'ils volent mon blé, ils iront à l'enfer. Bon, c'est une idée très ancienne. Donc, Eric, si tu veux envoyer aussi la deuxième vidéo, et après on envoie la dernière, qui c'est les coups de massue, pour nous montrer aussi qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui nous attend. Alors, attendez bien ça aussi, écoutez bien. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Laloy, c'est un pseudonyme.
En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académicien. Et il met en scène là un vieux savetier. Il s'adresse à son petit-fils, je crois, un Genot, qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Ah, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein? Autrefois, on leur disait paradis à la fin de vos jours. Maintenant, on leur dit si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis un peu plus concret qu'est le paradis bourgeois. Ferry est un homme qui ne cesse de répéter, faites des économies aux ouvriers. Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Il y a un humoriste, enfin d'humour noir, dira à ce moment-là, oui, c'est entendu, ce travail accumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent, puis les autres qui accumulent. Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Pécaud. Pécaud, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instructions au président de l'association des instituteurs de la Seine. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein? Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Péguy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui va organiser de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer, qui avaient été le terrain de chasse le plus giboyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça avec les voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui va décider, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse. Je trouve magistral l'explication de l'évolution des prêtres de l'Église comme éducateurs et ciment de la société, au passage aux futurs instituteurs, les hussards noirs de la République, qui ont élevé tous les républicains français, non seulement. Hein, et l'Église, dans cette situation, a abdiqué complètement son rôle. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. On verra ça la prochaine fois. C'est beau le boutade de cet humoriste qui disait maintenant on va vous dire à vous, ne pensez plus au futur et pas au futur ultra-terrain, mais regardez ici sur la terre, nous les libéraux, on va vous proposer une nouvelle façon de vivre. Vous pouvez travailler, accumuler et améliorer votre situation personnelle sur cette terre maintenant. Et puisque on ne peut pas tout faire à la fois, il y a évidemment ceux qui travaillent et ceux qui accumulent. Bon, ferme la parenthèse. Merci Eric. J'ai envie d'arranger, après je dirai le dernier mot, d'envoyer les dernières vidéos dans lesquelles vous verrez emballés des robots en Chine qui ont fait le spectacle à Shanghai et qui coûtent, je vous le dis, coûte 145 € pour 1 heure de spectacle, chansons et danse, fait par des robots. Les robots qui ne travaillent plus dans les usines textiles, vous y avez, dans les usines, il n'y a même pas de robots. Dans les usines, il n'y a que les machines directement, les programmes informatiques. Mais on pourra utiliser les robots. On le fait là-bas. Maintenant, on le fait déjà. Hein, vous verrez qu'ils organiseront des policiers dorénavant pour réprimer des révoltes, parce que là-bas en Chine, hein, on peut faire ce qu'ici en Europe encore on ne peut pas faire ouvertement, parce qu'il y a des résidus de mentalité libérale, démocratique et tout et de respect de la personne. Là-bas, avec tout ce que je vous montrerai la prochaine fois, tout ça est disparu. Vous voyez, les jeunes, les pauvres, pas qu'ils sont stupides, mais après ce qu'ils ont subi, ben, évidemment, ils n'avaient pas eu non plus la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait ouvert l'intelligence, la volonté et la force de maintenir sa propre personnalité contre tout et contre tous. Là-bas, ça n'existe pas. Eric, si tu peux envoyer la dernière vidéo, je vous laisse réfléchir. Shanghai, actuellement, hein, 145 € de l'heure, 1h30. Si vous voulez, vous pouvez venir à Nice et prendre un avion direct qui fait le vol 2 fois par semaine, Nice,
Shanghai, direct. Maintenant, on peut y aller. Et Eric, si tu peux envoyer la dernière vidéo et je vais Ne rigolez pas, tout est vrai, il y a des amis qui sont allés voir. Alors, j'ai plein les amis qui travaillent dans les secteurs du spectacle, artistique, danse, chant, etc., parce que le futur de la grande masse moutonesque, celle qui ne s'interroge sur rien et celle qui accepte tout et n'importe quoi, elle s'amusera, elle joue, c'est des enfants. Ils jouent effectivement, il appréciera. Peut-être ils apprécieront moins quand ils vont faire des manifestations, s'il y en a quelqu'un qui va, un jour il se trouvera très rapidement des policiers comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez que dans les plans des satans, il y a toujours un petit grain qui rentre, qui n'était pas prévu, parce que Jésus l'avait dit. Et dans l'évangile, il est écrit, et je vous laisserai faire tout ce que vous voulez, mais après, j'interviendrai avec, comme je répète souvent, l'aide et les soutiens des personnes qui auront résisté jusqu'à la fin. Heureux les derniers qui seront les premiers. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la continuation de notre 30 ans pour Satan. La nouvelle, la deuxième volet. Merci et bon après-midi.